Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir ce soir. On va parler de burn-out des entrepreneuses ou des entrepreneurs, parce que globalement, il n'y a pas vraiment de grosse différence, à part que chez les femmes, le perfectionnisme est une maladie et que la famille pèse quand même assez lourdement. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, enfin c'est une étude de 2017, environ 20% des entrepreneurs euh, déclarent avoir eu un burn-out. 20%, c'est 1 sur 5. C'est assez impressionnant. On parle souvent de burn-out des salariés, mais très rarement finalement de burn-out des entrepreneurs. Pourquoi? C'est très simple, je pense. Enfin, c'est ma conclusion en fait. D'une part parce que les entrepreneurs ne veulent pas parler de leurs échecs. Or, burn-out, dans une activité que tu crées toi-même, a priori, il ne devrait pas en avoir lieu. Or, c'est clairement quelque chose qui existe. Donc, en quelque sorte, admettre qu'on ait été trop loin, qu'on ait été jusqu'à l'épuisement, c'est admettre une sorte d'échec en fait dans l'entrepreneuriat, dans la gestion de sa propre société ou la gestion de son propre activité. Donc clairement, les entrepreneurs n'en parlent pas. Et de un, et de deux, en fait, c'est plutôt les fins de société, les indicateurs économiques qui sont mis en avant. Donc, en fait, quand une société prend fin ou une activité, on dit oui, voilà, il y en a tant de sociétés qui sont nées cette année et puis tant qui se sont fermées. Mais finalement, la personne derrière, on n'en parle pas parce que évidemment que les entrepreneurs ne prennent pas les arrêts maladie, donc il n'y aura pas d'arrêt maladie d'entrepreneur pour cause d'épuisement professionnel. C'est extrêmement rare. Donc en fait, les statistiques euh, de, de, de burn-out des entrepreneurs, ils sont presque inexistantes. Et pourtant, on sait que les entrepreneurs, je vais parler là globalement parce que je n'ai pas de statistiques hommes-femmes, travaillent aux environs de 60 heures par semaine en moyenne. Et il y en a aux environs 17% qui dorment moins de 6 heures par nuit. Donc clairement, les conditions de travail des entrepreneurs sont parfois beaucoup plus complexes, compliquées que les conditions de travail des salariés. Et rajouter à ça beaucoup d'autres aspects. Je me suis noté, là par exemple, quand j'ai préparé ce live, je me suis noté quels étaient pour moi, en tout cas, les facteurs qui étaient difficiles et qui amenaient à un surmenage intellectuel, émotionnel et perte d'énergie, par exemple. C'est évidemment l'incertitude. Voilà, clairement, on est dans une situation où on ne sait pas ce qui va se passer, comment nos entreprises vont vivre demain, avec les situations de crise, les situations de Covid, avec les mesures gouvernementales, avec les nouvelles lois, etc. Donc vraiment, l'incertitude est beaucoup plus grande pour les entrepreneurs que pour les salariés. Euh, Parce qu'il n'y a personne en fait qui va décider pour nous finalement. Donc il n'y a aucune couverture de quelqu'un en papa, maman qui nous viendra nous chercher par la main et nous aider. Donc l'incertitude est vraiment, vraiment grande. Et en plus l'information arrive au compte-gouttes généralement. Pour les entrepreneurs, il n'y a personne qui nous fait des notes de service. Les contraintes extérieures qui sont souvent vues comme très très importantes par les entrepreneurs, comme par exemple les contraintes bancaires, les contraintes de recherche de clients, donc en fait les problèmes d'argent, hein, souvent de chiffre d'affaires aussi, des charges, ça c'est des contraintes qui sont perçues de façon beaucoup plus forte en entreprise quand on est entrepreneur plutôt que quand on est salarié. Parce que finalement, pour le salarié, effectivement, ce genre de choses ne pèse pas du tout. Comment l'entreprise va trouver l'argent pour lui payer le salaire, on s'en fout un petit peu quand même. Les exigences professionnelles sont aussi très grandes. L'entrepreneur se doit, en fait c'est ça, se doit être professionnelle, puisqu'elle a créé une société pour un service ou un produit. Il faut que ce service ou ce produit soit parfait, le meilleur possible. Il faut que les services clients soient le meilleur possible.
Tout ça, c'est un niveau d'exigence en fait que l'entrepreneur se fixe lui-même. Le manque de moyens, humains, le manque de moyens financiers, les lieux aussi. Parfois, on commence dans des lieux, souvent à la maison, ou alors dans des locaux un peu de fortune, pas forcément avec des grands moyens, surtout que les banques ne prêtent pas facilement de l'argent. Il faut vraiment un business plan béton pour avoir de l'aide. Donc du coup, les entreprises sont souvent lancées dans des conditions plutôt difficiles et qui manquent de moyens. Bon, et après, j'en ai d'autres, hein, évidemment, la pression émotionnelle, la surcharge mentale, j'en ai parlé. Quand moi, j'avais Bon Plan de Maman, en 9 ans, je n'ai jamais, je pense, fermé le midi. C'est-à-dire en 9 ans, jamais je n'ai mangé dans un restaurant de centre-ville. Pourtant, ma boutique était entourée de restaurants. J'en ai connu aucun. C'est au bout de 5 ans que je commençais à fermer les mercredis, tout simplement parce que je n'avais pas d'autre solution pour mes enfants de faire des activités. Donc à un moment donné, j'ai pris une décision de fermer le mercredi, ouvrir les lundis, mais c'était une décision très compliquée pour moi et avant, en fait, je ne me le permettais pas. Donc je travaillais en tant qu'entrepreneuse, j'étais entrepreneuse et mes clients me disaient souvent, vous, en fait, vous avez de la chance, vous pouvez fermer comme vous voulez, vous pouvez travailler comme vous voulez. Et en fait, c'est quelque chose d'invisible. Quand on est entrepreneur, on travaille tout le temps parce que notre salaire dépend que de nous. Et si on ne travaille pas, on prend des vacances, on ferme pendant les fêtes, c'est autant de chiffres en mois. Pour peu qu'on a aussi des salaires à payer, évidemment qu'on a le loyer et d'autres charges, on est obligé quand même d'avoir un minimum de chiffre d'affaires. Sinon, notre activité n'est plus pérenne. Au bout de 9 ans, moi, j'ai compris que je passais... en fait, je pensais au départ que j'allais lancer mon entreprise et au bout de 2-3 ans, tout allait rentrer dans l'ordre, ça va être un rythme de croisière, je vais pouvoir me dégager du temps, je vais pouvoir faire plus facilement mon chiffre, je vais avoir moins d'incertitudes, plus de connaissances, de compétences, d'expérience. Et évidemment, tout ça, c'est venu. Mais évidemment, j'ai commencé à me payer plus au bout de 3 ans, certes, mais je ne me prenais toujours pas plus de 3 semaines de vacances. Je ne fermais toujours pas les jours fériés. Je travaillais toujours de 10 à 19 heures. En 9 ans, je n'ai pris aucun arrêt maladie. Et la seule fois où j'ai eu la grippe, heureusement que c'était une seule fois, j'ai dû la vivre le dos au radiateur dans ma boutique. Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'ai repris, en fait, je me suis arrêtée une semaine avant de coucher, en gros, et j'ai repris le travail. Nicolas avait une semaine de vie en écharpe de portage, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. Donc, les conditions des entrepreneuses et des entrepreneurs sont souvent difficiles, et c'est vrai qu'une des choses qui ont fait que j'avais arrêté mon entreprise au bout de 9 ans, c'était l'épuisement. J'ai eu quelques apprentissages qui aujourd'hui m'aident beaucoup, et c'est ça que je voulais vous partager aussi. Et première chose, ce qui me vraiment aujourd'hui, ce qui m'importe énormément, c'est de penser à son corps, à ce qu'on ressent et lui faire confiance. Qu'est-ce qui se passe généralement pour les entrepreneuses? C'est qu'on a mal à la tête, on prend de l'iprane. On dort mal, on prend un somnifère. On a du mal, on n'a pas d'énergie. Moi, je turbinais au Coca Light, parce que c'est ce qui me tenait à éveiller et me donnait un peu de niaque. Or, en fait, notre corps, il nous donne des messages. À un moment donné, les petits messages, genre mal de tête, peuvent se transmettre et se transformer en fait en des messages plus gros. J'avais commencé à avoir mal au genou. Très clairement, le 8 mars 2014, je me suis fait 2 entorses de cheville le même jour. Donc, en fait, le corps, il commençait à me donner vraiment des messages de plus en plus forts, en me disant, écoute, là, il faut vraiment que tu ralentisses, il faut vraiment que tu prennes soin de toi, il faut que tu commences à vraiment prendre en compte les messages que je te donne. Et en fait, je ne le faisais pas forcément. Beaucoup d'entrepreneuses
ont des difficultés pour s'endormir, ont des difficultés, maux de ventre, maux de dos. Et tout ça, c'est évidemment les messages de notre corps qui nous envoient dans l'espoir qu'on ralentisse. C'est absolument, c'est la première chose qu'aujourd'hui je fais. Et quand je manque d'énergie, comme par exemple là, clairement ce week-end, je suis en manque d'énergie, ben, je me repose. Aujourd'hui, j'ai travaillé de mon lit en écrivant des articles, en postant des choses, mais je n'ai pas couru dans tous les sens comme je le fais souvent quand je suis en pleine énergie. Voilà. Le perfectionnement, c'est aussi quelque chose que j'ai mis de côté dans ma nouvelle activité. J'ai mis de côté les gros objectifs, faire quelque chose de grandiose, organiser quelque chose de grand. Aujourd'hui, en fait, je fractionne mes grands objectifs dans des petites tâches quotidiennes que je dispatche en fonction de mon énergie disponible. C'est aussi en fait la façon de ralentir, parce que c'est beaucoup plus facile d'arrêter une petite tâche que la course à un grand objectif, et de 1. Et de 2, on est beaucoup plus facilement on a plus le sentiment d'avoir atteint notre objectif quand cette atteinte d'objectif arrive tous les jours. Si vous mettez des petites tâches comme objectif, d'accord, journalier, tous les jours, ça veut dire que tous les jours, vous allez atteindre vos objectifs. Et ça, c'est génial pour le moral. On se rend compte qu'on avance, on ne se met plus sur les épaules des gros trucs qui n'avancent pas. Et ça plombe clairement le moral. C'est difficile pour la charge mentale. Donc voilà, mon deuxième apprentissage, c'est petites tâches à la place des gros objectifs pesants. J'arrive à adapter les échéances de mes propres projets. Souvent, on se met en tant qu'entrepreneur souvent des objectifs soi-même, évidemment, et on met la barre haut. Si on arrive à adapter les échéances à notre état d'énergie et à notre humeur, à notre état de santé, ben on arrive doucement à arriver en fait finalement à la même barre, mais peut-être en prenant notre temps. Donc décider quand, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Quand on est entrepreneur, au départ, on crée notre activité parce que ce qu'on fait, ça nous plaît énormément. On fait des choses, tout est nouveau, tout est génial, on se dépasse, on organise, c'est extraordinaire, c'est très bon pour le moral. Et puis doucement, on commence à être dans la routine. Il y a beaucoup moins de choses qui nous font kiffer, beaucoup de choses qui nous prennent finalement la tête, c'est vraiment le cas de le dire, ça nous prend la tête. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est banque, la gestion quotidienne, peut-être organisationnelle, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses routinières. Et si on ne nous rajoute pas dans notre quotidien des petits plaisirs liés à notre activité ou pas, ça devient vite très difficile. Ça devient en fait aussi routinier que quand on était salarié, si le travail salarié, vous le connaissez. Donc en fait, l'objectif, c'est de quand même diluer notre travail en tant qu'entrepreneur dans notre activité par des kiffs qu'on connaît. Ça peut être de la musique si on travaille à la maison, ça peut être des petites promenades si on a la possibilité, ça peut être rencontrer avec des gens qu'on aime bien. Ça peut être, pour moi par exemple, ça va être la participation à différentes conférences. Voilà, chacun a son plaisir. Ou alors par exemple les posts, les articles, moi par exemple c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc quand j'en ai marre de faire des choses opérationnelles, je me mets à écrire par exemple. C'est vraiment à garder, à les noter quelque part, à savoir ce qu'on aime, et de diluer notre quotidien d'entrepreneuse avec les kiffs, avec les plaisirs qu'on peut se rajouter. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se lancent par exemple dans les services. Beaucoup d'entrepreneuses ont des activités de service, massage, j'ai photographe, les ateliers sur l'organisation, enfin coaching sur l'organisation de temps, conseil en image, enfin différentes choses comme ça. On travaille souvent soit avec des clients, soit à la maison pour préparer tout ça. Et du coup, finalement, on n'est jamais entouré
plupart des pairs, on est soit avec des clients, donc il faut quand même qu'on débite un certain nombre de choses, il faut qu'on soit professionnel, on offre notre service, ou alors on est à la maison tout seul. Ce qui fait que quand la surcharge mentale arrive, quand on a des questions, on n'a pas vraiment à qui les poser. Ça tourne dans la tête, ça pèse grandement la plupart du temps. Quand on a des problèmes, même émotionnels, quand ça devient difficile, on n'a pas avec qui partager, il n'y a aucun soutien. C'est donc s'entourer par les pairs, pas seulement dans la famille, les personnes qui nous aiment et qui nous acceptent. Ces personnes-là nous aiment bien, mais parfois ils ne sont pas compétentes pour répondre à nos questionnements d'actualité dans notre entreprise. Et avec ça va un autre moment important, c'est éviter les personnes toxiques. Les personnes qui, au bout de 2 ans, ou même tout de suite, au départ, au lancement de notre activité, nous disent oui, c'est pas sûr que ça va marcher ton affaire, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça. Quand ils le disent de façon bienveillante, c'est bien, ça nous permet effectivement de lever un certain nombre de questions. Mais quand ça devient courant, et quand les questions que nous, on ne se pose pas, on nous les pose de l'extérieur, avec un petit sourire en plus dans le coin en disant oui, au bout de 2 ans, ça ne sera plus là ton activité parce que de toute façon tu t'es mal prise, ou est-ce que tu as pensé qu'il y aura trop de clients, ou alors les personnes comme ça, elles te donnent de lire des articles sur des entreprises qui se sont lancées sur ton marché, qui deviennent tes concurrents, ou alors encore des lois qui passent au détriment des entrepreneurs, ou alors d'autres choses. Au bout de 2, 3, 4 ans, ces personnes-là, pour peu que l'entreprise a des difficultés, vont dire mais oui, mais je t'en avais parlé, je t'avais dit que tu n'arriverais pas, je t'avais dit qu'il y avait trop de concurrence sur ce marché, je t'avais dit que ton offre n'était pas claire, etc. etc. Écouter ça à longueur de journée, clairement, émotionnellement, c'est très difficile. Donc si vous avez la possibilité de mettre les personnes toxiques en sourdine, c'est une bonne chose à faire. Ça vous éviterait de vous poser des questions inutiles, parce que parfois on est sûr de soi, et en entendant une question, on devient beaucoup moins sûr. Ça commence à cogiter. En plus déjà des questionnements qu'on a quotidiennement, ça rajoute quelque chose. Et en plus, comme c'est pas notre question, c'est une sorte de regard extérieur. Ça fait basculer, ça fait un petit peu chahuter notre confiance en soi et même notre estime de soi. Ça cloisonner la vie pro et la vie perso est un des apprentissages que j'ai retiré de mon expérience passée. Aujourd'hui, je peux me permettre de partir au milieu de la journée et faire du shopping. Et j'organise mes journées de cette façon-là. Je peux me permettre de partir un week-end parce que j'ai organisé mon activité de telle façon pour me laisser ce temps pour moi. Et je ne vais pas répondre aux messages. Je ne vais pas forcément regarder ce qui se passe avec mon activité parce que c'est le temps pour moi. Je peux aujourd'hui faire des activités sportives, me promener, prendre vraiment du temps, par exemple la matinée, généralement jusqu'à 10h, je m'occupe uniquement de moi, de mes enfants, de ma famille, et je ne m'occupe pas du tout de mon activité. C'est un choix de vie. Voilà. Et voilà ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Les apprentissages que je retiens de mon ancienne activité de commerçante de 9 ans. Si je devais vous les redire pour clôturer un petit peu ce live, avant de vous passer aux questions, si vous avez des questions, c'était écouter son corps, ses humeurs. C'est au lieu d'établir des grands objectifs, les diviser en petites tâches faciles, quotidiennes, pour pouvoir les atteindre plus facilement. Ne pas être trop, ne pas mettre la barre trop haute non plus. Donc ça, c'est voilà. Non toquer pour le perfectionnisme, petites tâches à la place des grands objectifs. Décider et adapter les échéances, décider quand vous faites des choses.
ça a un lien vraiment avec le deuxième. Donc, en fonction de niveau d'énergie, en fonction de grands objectifs, mais quand même décider quand vous faites des choses, à quel niveau de l'organisation vous mettez tel ou tel objectif ou telle tâche. Ne pas oublier les plaisirs, ne pas oublier des petits plaisirs et grands plaisirs professionnels ou personnels, tout en restant dans l'activité. S'entourer de bonnes personnes et surtout s'entourer des pairs qui peuvent soutenir dans les questions professionnelles. Ça peut être aussi délégué d'ailleurs, ou alors s'entourer des professionnels compétents dans les domaines connexes. Faire des partenariats, ça en fait partie aussi. Éviter des personnes toxiques, mais vraiment comme la peste. Là, pour le coup, c'est souvent des vampires énergétiques en plus. Et quand on est entrepreneur, notre outil de travail, c'est nous, et notre seule ressource, c'est souvent nous, à part si on a des salariés, mais quand même, on gère une entreprise. Donc, si on a des salariés, on peut déléguer un certain nombre de tâches, mais le levier et les directions de commande, ça se trouve quand même ici. Il faut en prendre à soi. Et évidemment, cloisonner la vie, vie pro, vie perso, en se laissant suffisamment de temps personnel tout le long de l'activité, sans se dire attendez, là je lance, je suis sûre, c'est parce que je lance que je pose 70 heures par jour. C'est voilà, je vais attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, dès que j'aurai des clients, là je vais pouvoir lâcher. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Je l'ai testé, j'y croyais aussi, et je sais aujourd'hui que dès le départ, il faut se laisser du temps pour soi. Il faut cloisonner l'activité professionnelle et la vie personnelle pour pouvoir tenir dans la durée, sereinement, tranquillement. Slowpreneur, c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui, ça ne me parlait pas du tout avant. Voilà, ça c'est des enseignements que j'en ai tirés pour que l'activité soit plus pérenne et que ça m'apporte aussi plus de plaisir, avec moins de risques pour ma santé et pour la santé de ma famille et ma santé mentale aussi. Sur ce, je vous souhaite un bon fin de dimanche. Ça m'a fait un plaisir de vous voir. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Vesselina Malon, coach de vie, pour Moi Heureuse. J'étais heureuse de vous voir.